Dernier entretien à l'Élysée avant le retour à Madrid ce soir. À 5 jours du vote, le sprint au coude à coude. Rester ou partir, le choix des Rhodésiens blancs, c'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes devant votre poste de télévision, c'est donc que vous n'avez pas directement sous les yeux ce spectacle. Et grand bien vous en fasse, car la circulation de ce pont de la Toussaint va pour le moins manquer de fluidité. 3 jours et demi de bouchons, avec 3 pointes. En ce moment même, vous le voyez, demain matin entre 6h et 9h, et surtout lundi entre 18h et minuit. Alors une fois de plus, ce conseil, étalez vos départs et vos retours. Nous n'allons pas jusqu'à vous conseiller de rester chez vous, car nous savons bien que vous avez tous envie de profiter du dernier week-end où 1 litre d'essence vaut au moins qu'un paquet de gauloises. Lundi à minuit, vous le savez, le super passe à 2 francs 25 et l'essence ordinaire à 2 francs 09. C'est lourd, mais apparemment ce n'est pas ce genre d'augmentation qui peut dissuader l'automobiliste de prendre sa voiture. Mardi, il n'y aura en Europe que les Italiens qui paieront le litre de super plus cher que les Français. Sur ce tableau où les prix du supercarburant sont indiqués en francs, vous voyez que la France vient en seconde position pour le prix de l'essence. Une question, avec la nouvelle augmentation purement fiscale, les automobilistes vont-ils rouler autant? En 1974, le prix de l'essence a augmenté d'environ 30% et la consommation diminué de 4%. Mais l'année dernière, cette consommation a retrouvé son niveau de 1973. Jusqu'à présent, les hausses de prix ont eu dans la plupart des pays européens bien peu d'effet. Nous prévoyons que l'augmentation des consommations se ralentira, mais ce sera tout de même une augmentation au niveau d'environ 4% là. Vous voulez dire qu'on peut augmenter l'essence autant qu'on veut, les gens continueront à aller chez leur pompiste? Certainement pas. Et il est bien évident qu'il existe un seuil de dissuasion. Mais ce seuil est certainement très élevé. Et on peut dire que l'on peut augmenter le prix de l'essence jusqu'à 5 francs, le prix du super jusqu'à 5 francs, sans connaître une diminution de la consommation. On ne peut pas dire cela. Il est certain que des augmentations de l'ordre d'un tiers, du type de celles que nous avons connues à 1974, se sont bien traduites par des réductions. Et on peut citer l'exemple italien, où avec un prix du supercarburant qui est de 500 lire, c'est-à-dire un peu moins de 3 francs, on constate que les Italiens continuent à utiliser leur voiture. Autant qu'avant? Non, probablement moins, mais là encore, les phénomènes d'inflation ont une influence telle que la purge finit par passer. Au départ, un simple fait divers, le suicide hier matin de René Hébert, 42 ans, à Grand Couronne, dans la banlieue de Rouen. René Hébert était ingénieur, un ingénieur exemplaire. Seulement voilà, il y a 2 semaines, à la raffinerie où il travaillait, 2 hommes sont morts à la suite d'une explosion. René Hébert était responsable de la maintenance du complexe où il travaillait. Mais soudain, il s'est senti responsable tout court, responsable de ces morts. Alors qu'il était évident depuis l'accident que l'ingénieur n'avait aucune faute à se reprocher. Voilà, c'est évoqué de façon tragique tout le problème de la responsabilité et parfois même de la culpabilisation d'une profession tampon, celle des cadres. René Hébert travaillait ici. Ce n'était pas lui le grand patron, il était l'un des 4 ingénieurs dirigeant l'entretien et la maintenance. Mais diriger un secteur, est-ce que cela veut dire être responsable? René Hébert, lui, le croyait. C'était un ingénieur extrêmement qualifié, extrêmement compétent, d'une grande conscience professionnelle et d'une très haute élévation morale, qui avait notre entière confiance, celle de ses collaborateurs et celle de tous ses collègues. Ce n'était pas un homme à s'effondrer pour rien. Je ne pense pas. La société transfère ses responsabilités en matière de sécurité sur les cadres? Non. Non, la société délègue un certain nombre de responsabilités à ses cadres. Je crois que c'est quelque chose de parfaitement normal. Ça va dans le sens d'une évolution qui est souhaitée par tous. Mais il n'y a pas de transfert de responsabilité en matière de sécurité. Les cadres sont appelés à prendre un certain nombre de décisions techniques. Ils le font en fonction de leurs compétences, de leur âme et conscience. Mais ces décisions sont toujours couvertes, entérinées par la direction, qui a toujours assumé pleinement ses responsabilités en matière de sécurité, comme dans tous les domaines, et qui entend bien le faire dans cette affaire. Une direction qui conserve tout son pouvoir de décision, c'est son droit et c'est son rôle. Mais pour que l'entreprise fonctionne bien, il faut aussi que chacun se sente concerné. Et comment être concerné sans être responsable?
dans cette entreprise, il y a, je dirais, pire qu'un matraquage, un massage des cadres, de façon à ce qu'ils acceptent eux-mêmes de prendre en compte toute responsabilité dans l'entreprise. C'est un massage permanent. Et vous pensez que c'est cela qui a poussé M. Hébert au suicide? Non seulement nous le pensons, mais il faut savoir que depuis cette fin dramatique, eh bien, d'autres cadres de l'entreprise feraient bien des déclarations. Mais ils n'osent même pas le faire. Pourquoi? Eh bien, ça vient de là. Aujourd'hui, on ne peut plus être cadre et homme libre. René Hébert se croyait responsable et il ne l'était pas. Dans son secteur, 2 ouvriers sont morts par accident. Lui, l'ingénieur intègre, est mort par erreur. Il y a 1 an, presque jour pour jour, le directeur d'une usine du Pas-de-Calais était jeté en prison à la suite d'un accident du travail qui avait causé la mort d'un ouvrier. À la suite de cette incarcération, d'autres affaires du même genre devaient éclater à Vichy, à Rennes, dans la région parisienne, révoltés par l'espèce de routine et d'indifférence qui semblait entourer les accidents mortels dont sont victimes le plus souvent des ouvriers, 4000 par an. De jeunes magistrats avaient trouvé ce moyen pour alerter l'opinion publique, mettre en prison des patrons. Le CNPF a pris cela très mal. Il l'a fait savoir, le garde des Sceaux, des magistrats de haut rang sont intervenus et le zèle des jeunes juges s'en est trouvé tempéré. On a même vu des tribunaux et des cours d'appel désavouer purement et simplement par un verdict de clémence les juges d'instruction responsables de l'inculpation et de l'emprisonnement de PDG. Mais dans les conseils d'administration, l'alerte a été chaude, d'autant que plusieurs importants PDG s'attendent encore à être convoqués personnellement au palais de justice pour des accidents graves survenus dans leurs entreprises, perspective désagréable. Aussi bien s'agit-il maintenant dans les grands groupes industriels de faire en sorte que les accidents du travail ne remontent plus jusqu'à la direction générale, aux cadres intermédiaires d'assumer la responsabilité de la sécurité de leurs subordonnés, et cela jusqu'au plan pénal s'il le faut. Le personnel d'encadrement a-t-il toujours les moyens nécessaires, financiers en premier, de garantir cette sécurité? L'inculpation, voire l'incarcération d'un cadre, est-elle dans ces conditions plus supportable et surtout plus justifiée que celle d'un chef d'entreprise? Va-t-on par ce transfert de responsabilité culpabiliser jusqu'à l'obsession certains cadres à la conscience exigeante? Ce sont quelques-unes des questions que suggère ce drame de Grand Couronne. Encore quelques minutes et Juan Carlos aura quitté le sol français. 3 jours de visite officielle très riche qui avait pour ambition d'effacer ce fossé de 63 ans pendant lesquels aucun souverain espagnol n'était venu en France. Une fausse note quand même dans un programme bien huilé, l'annulation tout dernier moment de la visite de l'usine de Pierre Latte à cause des conditions météo. Cela dit, pas de couac diplomatique, tout va bien, dit-on de part et d'autre, et il semble pour une fois que ces mots de climat nouveau, confiant, amical, ne cachent pas d'autres réalités. Juan Carlos repart enchanté de sa visite, qui n'avait rien de protocolaire, car pour son premier voyage de roi en Europe, il lui fallait préparer de solides attaches avec le marché commun. Voilà, jamais pendant un voyage officiel, les mots de liberté, de démocratie et d'Europe n'ont été prononcés aussi souvent que pendant la visite en France du roi d'Espagne. Et tout s'est passé un peu comme si Juan Carlos avait reçu du président de la République française un ticket pour s'asseoir sur un strapontin avant d'occuper un jour, à part entière, un fauteuil dans le club européen. Mais si Valéry Giscard d'Estaing souhaite une conclusion prochaine du rapprochement de l'Espagne et de l'Europe, cette entrée de l'Espagne dans le marché commun ne pourra pas se faire avant de nombreuses années, et ceci pour plusieurs raisons. Les raisons politiques, d'abord, c'est une réalité. Juan Carlos a libéralisé le régime, mais pas suffisamment encore. En effet, les syndicats espagnols ne sont pas reconnus par le gouvernement, par conséquent, n'ont pas de structure européenne. D'autre part, le Parti communiste espagnol n'est pas légal, et on voit mal aujourd'hui, pour ces 2 raisons, comment des pays comme l'Italie, le Danemark ou encore les Pays-Bas pourraient accepter en ce moment l'Espagne dans le marché commun. Les raisons économiques maintenant, au moment où l'Europe traverse une des phases les plus dramatiques de sa construction, au moment où l'Angleterre et l'Italie s'enlisent dans de graves problèmes monétaires, il serait plutôt risqué d'admettre l'Espagne dans l'Europe, son économie aussi bat de l'aile. Enfin, sans oublier le conflit ouvert entre producteurs français de fruits et légumes et leurs concurrents espagnols. L'entrée de l'Espagne dans le marché commun peut donc se compter raisonnablement en termes d'années, si à cette époque, l'Europe existe toujours. En fait, Juan Carlos a reçu en France un brevet d'apprenti démocrate.
Valéry Giscard d'Estaing et les Européens ont fait le pari politique que la situation intérieure en Espagne irait en s'améliorant. Satisfaction ici, satisfaction aussi en Israël après la visite de François Mitterrand, rentré ce matin à Paris. Nos relations avec le Parti Socialiste, dit-on à Tel Aviv, en sont sorties renforcées. Renforcée aussi la livre aujourd'hui qui a fait un joli bond en sautant le mur des 8 francs 0,5 très exactement. Tout cela à la suite de rumeurs sur l'octroi d'un prêt à la Grande-Bretagne. Le franc de son côté était ferme aujourd'hui. Figurez-vous que l'Amérique s'ennuie. Eh oui, à 4 jours des élections, on s'ennuie ferme de l'autre côté de l'océan. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce que la campagne électorale est partie trop tôt, parce que tout le monde a dit tout ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire souvent pas grand-chose, parce qu'aussi les personnalités des deux candidats sont un peu ternes. Donc tout le monde dit là-bas que la seule majorité qui va se dégager sera celle des abstentionnistes. Quant à ceux qui vont voter, eh bien, ils sont bien partagés. À en croire les sondages, Jimmy Carter n'a plus du tout l'avance irrésistible qu'il avait sur Gerald Ford. Le président américain est en train de donner un sérieux coup de collier pour grignoter son retard dans l'opinion. C'est parce qu'on les dit au coude à coude que Jerry et Jimmy ne se quittent pas. Hier, Ford en Pennsylvanie et dans l'Ohio. Hier, encore, Carter dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Gerald Ford et ses conseillers découvrent que la victoire problématique est devenue possible. Et les bookmakers ne donnent plus qu'un avantage de 6 contre 5 à Carter. Si bien que les Américains ont trouvé une appellation pour les deux candidats. Tweedledum and Tweedledee. En français, blanc bonnet et bonnet blanc. Jimmy Carter, de son côté, préfère entendre les cris de ses admirateurs plutôt que la rumeur presque muette de 50% d'abstentionnistes, c'est-à-dire de la moitié des Américains qui se refusent à choisir entre le démocrate et le républicain qu'on leur propose. Mais Jimmy sait que le temps de l'ascension s'achève, son avance diminue et sa séduction galvanise uniquement ses plus chauds partisans, c'est-à-dire ceux qu'il n'est plus nécessaire de convaincre. Alors Jimmy Carter fait surgir une nouvelle fois son meilleur argument, le chômage, dit-il, il faut y mettre fin. Un avion détourné pour passer à l'ouest, cet Ilyushin 18 des lignes aériennes tchèques, détourné par un homme armé d'une mitraillette au cours d'un vol Prague-Bratislava, s'est posé hier soir à l'aéroport de Munich. Le pirate de l'air Rudolf Bekvar, 26 ans, a été aussitôt arrêté et interrogé par la police allemande. Les autorités tchèques, qui le décrivent comme un criminel de droit commun, ont demandé son extradition. L'appareil ainsi que ses 6 membres d'équipage et les 105 passagers devraient regagner la Tchécoslovaquie ce soir. Nouvel affront chinois au Kremlin, Pékin a renvoyé aujourd'hui le message de félicitations que Léonid Brejnev avait envoyé au nouveau président du Parti communiste chinois, M. Hua Kofeng. Pékin d'ailleurs avait eu la même réaction envers le télégramme de condoléances soviétique à l'occasion de la mort de Mao en septembre dernier. Simultanément, la presse officielle chinoise a déclenché une violente campagne anti-soviétique, la première depuis que Hua Kofeng a succédé à Mao. Meurtre politique dans un hôpital de Belfast. Mary Drom, ex-vice-présidente du Sinn Féin, c'est-à-dire la branche politique de l'IRA, a été assassinée hier soir sur son lit d'hôpital. Madame Drom, que la presse britannique avait surnommée la grand-mère de la haine à cause de son ton souvent violent, aurait été abattue par des extrémistes protestants. L'Irlande du Nord est en état d'alerte ce soir car la police craint que l'assassinat de Madame Drom ne déclenche une campagne de représailles de l'IRA qui pourrait viser une personnalité protestante. Première preuve matérielle, les enquêteurs ont pu établir que c'est bien la machine à écrire découverte chez Joël Matencio qui a servi au message des Brigades Rouges de Grenoble. Matencio, interrogé pendant 4 heures par le juge d'instruction, continue de nier. Il affirme ne s'être jamais servi de cette machine à écrire. Pourtant, au cours d'une nouvelle perquisition effectuée hier soir, la police a découvert chez Matencio un appareil servant à reproduire manuellement des caractères d'imprimerie qui auraient été utilisés par les Brigades Rouges. C'était donc bien le cerveau. Albert Spaggiari a fini par avouer, comme nous vous le laissions entendre hier, qu'il était l'instigateur du fric-frac de la Société Générale de Nice. Pour lui rappeler de bons souvenirs, les enquêteurs vont l'accompagner demain matin dans la salle des coffres de la banque. Mais en attendant, le photographe, bien tranquille, reconverti en éleveur de volailles, va dormir en prison. Et autre raison pour les policiers de se frotter les mains, l'arrestation d'un autre comparse de la bande, Daniel Michelucci, a été interpellé ce matin à Bruxelles. De Nice, le reportage de Jean-François Luciani. Il a donc tout avoué. C'est lui qui a donné toutes les informations. L'épaisseur des murs, l'emplacement des coffres, le matériel acheté.
mais il a aussi creusé le tunnel et percé les coffres forts à l'intérieur de la banque. Pourquoi avoir fait du Vous regrettez, monsieur Parnesiou? Ah non, pas du tout. Est-ce que c'était uniquement l'argent? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des raisons politiques? Pas uniquement pour de l'argent, dit Spaggiari. On dit ici que le mobile est politique. Spaggiari a eu, c'est sûr, des liens avec le MSI, le parti néofasciste italien. Il aurait à Nice constitué deux équipes, l'une politique, l'autre de truands chevronnés, et sa part de butin aurait servi à procurer de l'argent à des partis d'extrême droite. Il aurait enfin offert ses services de cambrioleur professionnel à la CIA. Honoré Gévaudan s'est bien gardé d'évoquer tout cela. L'idée lui est venue parce que c'est un monsieur qui voulait de l'argent, c'est un monsieur qui a fait des recherches, qui a regardé d'abord la société générale elle-même, et puis ensuite qui a regardé dans les égouts, et tout ça c'est une idée qui lui est montée il y a 2 ans, n'est-ce pas, mais ou un an et demi, et la réalisation est venue très tard, et elle a commencé en réalité vers le mois de mars-avril de l'année 1976, et s'est continuée pour arriver à la phase décisive à partir de fin mai, début juin, et pour se terminer par le cambriolage du 17 juillet. Soldat en Indochine, sergent instructeur en Algérie, membre de l'OAS, Spaggiari est décrit par ceux qui l'ont connu comme un homme loyal. Il était bien, il était droit, il était magnifique. Et il n'avait pas peur du combat. C'est un baroudeur. Un baroudeur. Alors qui est Spaggiari? Un gangster habile qui cache son forfait derrière des théories politiques ou un illuminé de la politique? Drôle de conférence que cette conférence de Genève sur la Rhodésie. 3-4 minutes à peine hier, un cérémonial un peu pompeux ce matin, chacun parlant par ordre alphabétique, et puis à nouveau l'ajournement pour permettre aux délégations, pendant quelques jours, d'harmoniser quelques points de détail en coulisses. Enfin, l'essentiel, c'est d'apporter une solution au problème rhodésien, en gros, une transition acceptable entre le pouvoir blanc et le pouvoir noir. Hier, dans une première partie de notre dossier, nous avons évoqué le point de vue des nationalistes africains. Aujourd'hui, nos envoyés spéciaux nous présentent le deuxième volet de leur reportage, la réaction des Blancs. Et vous allez le voir, toute comparaison avec ce que les Français ont par exemple connu en Algérie, toute comparaison de cet ordre doit être bannie. We don't want black majority rule in Rhodesia. We want the majority rule of the best Rhodesians to govern us. I don't believe in black majority rule ever in Rhodesia. Not in 1,000 years. Pendant 11 ans, depuis qu'ils se sont proclamés indépendants, 270 000 Européens ont vécu avec ce postulat, suprématie blanche en Rhodésie. Okay, next time. Now is not the end. It is not even the beginning of the end, but it is perhaps the end of the beginning. Good night, and may God be with you all during these trying times. Ian Smith a plié sous les pressions de l'Américain Kissinger et de l'Afrique du Sud. Et soudain, 6 millions de Noirs voient poindre une véritable indépendance qui leur donnerait le pouvoir. Ils crient « Nous sommes forts ». Nous sommes maintenant dans notre pays face à face avec les conséquences d'années et d'années de trahison. La solidarité des Blancs est le seul moyen qui nous permette de survivre maintenant. Car il n'y a rien de pire pour nous, Blancs, qu'un gouvernement noir. Dans tout le pays, le revirement forcé de Ian Smith fut un choc. Une incompréhension mêlée de colère, d'angoisse et d'amertume. Pourtant, le spectacle des rues de la capitale n'a pas changé. Aucune manifestation vengeresse ou tapageuse, au contraire. Isolés comme sur une île au milieu du continent africain noir, figés dans une intransigeance qui leur attire les sanctions du reste du monde,
ils se sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes et cachent du mieux qu'ils peuvent, sous un self-control rigide et britannique, l'effondrement de leurs espoirs et l'échec de leur lutte contre le sens de l'histoire. 4000 ont déjà quitté la Rhodésie depuis le début de l'année. Leur départ est un refus que partagerait 40% de la population blanche. Mon mari ne voudra pas se laisser gouverner par un noir. Là, nous partirons. Moi non plus, d'ailleurs. Des personnes qui ne savent rien faire, et ils viendront vous dire, toi, fais ça, toi, fais ça. Vous voyez dans les autres pays noirs, comment ça va? Il n'y a plus rien qui marche. Alors si ce sont les noirs qui gouvernent, à mon avis, ce sera la même chose ici. L'armée a vu d'un mauvais œil l'annonce du plan Kissinger qui lui vole une solution militaire. Mais elle se tait. Elle a renforcé sa répression contre la guérilla qui s'amplifie. Plus de 40 000 hommes, mobilisés de 16 à 50 ans, traquent impitoyablement 5 à 8 000 maquisards nationalistes noirs basés au Mozambique qui tentent des coups de main à la frontière. Depuis le début d'année, 1200 guérilleros ont été tués. Pour prouver leur force avant tout accord politique qui devrait entraîner la fin de la guérilla, ils s'attaquent aux fermiers blancs qui vivent maintenant sous la protection de l'armée, barricadés derrière des grillages anti-grenades. L'un de ces deux fermiers ici à gauche a été tué hier par les guérilleros. Oscar possède une ferme relativement modeste dans un pays où les terrains se vendent par milliers d'hectares. Il élève 1 millier de porcs et des volailles. Il s'est installé ici après avoir dû quitter successivement 3 autres pays africains devenus indépendants. Une nouvelle fois, il attend avec plus de philosophie que de colère. J'ai bien voulu voir 50-50, ou enfin qu'on s'assure qu'on aura une bonne vie entre eux et nous. Toute ma vie, j'ai vécu avec les Africains. Et ça allait jusqu'à maintenant. J'espère que ça ira quand même. Mais le fait de ne plus être les maîtres du pays, ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne me gênerait pas parce que s'ils sont logiques, nous continuons la vie normale. L'attente des uns, le refus des autres sont maintenant dans les mains des hommes politiques des deux communautés. Les diplomates américains et britanniques, l'Angleterre et l'ancienne puissance de tutelle, ont essayé de trouver un terrain d'entente pour mettre fin à un siècle de domination blanche en Rhodésie. Négociation difficile, car l'impatience des Noirs se heurte à la fermeté intransigeante et résolue du gouvernement de Ian Smith. D'un côté, on est soulagé de la décision de Smith parce que comme ça, on sait au moins à quoi s'en tenir. Et d'un autre côté, plutôt de l'angoisse parce que on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et vous, madame? Je suis comme mon mari, après le discours de Smith, il m'a directement dit ne dramatisons pas, ne faisons pas nos valises demain, ça ne sert à rien. Attendons et voyons ce qui va se passer. Si on peut continuer à vivre ici en sécurité, on restera. Si on ne peut pas, s'il n'y a plus de sécurité, ben on partira comme feront la plupart des gens. Mais il y a le gros problème, où aller? Au-delà des craintes et des espoirs, le pouvoir noir. Une inconnue ou plutôt 6 millions d'inconnus. Voilà, je vais essayer de vous parler du temps un petit peu plus en détail qu'à l'habitude, car j'imagine que cela vous intéresse à la veille de la Toussaint. Mauvaise nouvelle, le temps restera médiocre, très nuageux, avec beaucoup de brume et quelques pluies. Des pluies assez fortes de la Méditerranée à l'Alsace et à la Lorraine, avec aussi quelques orages dans le midi. Dimanche, hélas, même type de temps. À tel point d'ailleurs que ce soir, des importantes rencontres de football ont été annulées. Marseille, Paris, Saint-Germain, c'est sûr, et puis Saint-Étienne-Nîmes, c'est en sursis. Il fait très mauvais là-bas. Voilà, essayez quand même de garder le sourire. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et je le répète, beaucoup de calme sur les routes de ces 3 jours. Tout de suite, si vous avez pris ce journal en cours, le rappel de ses principaux titres. Bonsoir. Dès lundi à minuit, le super à 2,25 francs le litre. Le suicide d'un ingénieur pose le problème de la responsabilité des cadres. L'Espagne retrouve l'Europe, c'est la fin d'une anomalie. Ford ou Carter, l'Amérique hésite encore.
À 22h40, le dernier journal.